Bonjour à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct. Je suis ravi de vous retrouver pour ce brief hebdomadaire et ce point d'analyse graphique. Nous sommes donc vendredi 9 septembre, il est 17 h. On s'approche de la clôture hebdomadaire des marchés et on a des indications intéressantes en cette fin de semaine qui confirment un peu le scénario compressant, à savoir globalement d'un grand trading range. La réponse est donnée, d'un grand trading range probable pour les semaines à venir, même s'il y a du mieux depuis quelques heures. Les discours des banquiers centraux ont été bien accueillis, celui de Jerome Powell toujours très hawkish, sans surprise, pas de changement. Celui de Christine Lagarde donne un calendrier, un timing, au moins entre 2 et 5 réunions de la Banque Centrale Européenne pour trouver le taux cible et donc une observation des marchés, toujours beaucoup de fermeté dans le discours. Mais un calendrier qui rassure et permet manifestement au marché de se détendre un petit peu. On reste toujours dans un contexte de grand scepticisme, de grande prudence. Les opérateurs sont méfiants et c'est ce qui permet d'alimenter ce rebond. Ils sont méfiants à juste titre. En fait, il n'y a pas de visibilité dans le marché toujours, même si quelques éléments commencent à se mettre en place, notamment le calendrier de hausse des taux des banquiers centraux, mais qui reste soumis à l'évolution de l'économie et globalement de l'évolution des semaines à venir. Il y a le facteur météorologique qui sera très lourd aussi, et donc celui-là, il va peser encore pendant longtemps. Donc on sait que la séquence de doute, la séquence de manque de visibilité va durer longtemps. Il n'empêche que manifestement les opérateurs ont du cash, que les niveaux d'entrée sont identifiés, que si on n'est pas du tout prêt à payer le prix fort, il y a des points d'entrée qui intéressent les opérateurs. On l'a vu encore avec cette zone testée, au-delà de 6000 points sur l'indice parisien notamment, au-delà de 3900 sur le S&P 500. Ce sont des niveaux qui intéressent manifestement les opérateurs pour rentrer sur quelques titres. Et puis il y a quelques titres, justement quelques valeurs qui, eux, sont sur des niveaux de support de long terme. Alors on n'a pas des figures extraordinaires sur beaucoup de valeurs, mais on a des niveaux de support importants pour des titres qui sont très en retard notamment. Et puis on a eu aussi un phénomène intéressant, ce phénomène de purge, ce que je tweetais hier en demandant si on n'assistait pas à une forme de capitulation. Cette purge qu'il y a sur des titres, comme pour des raisons très différentes à chaque fois, mais de baisse de l'ordre de 15%, vraiment on sent cette capitulation de l'ordre de baisse de 15% pour Ubisoft il y a quelques jours, de chargeur hier, sur Atos aussi. On sent cette baisse forte et ce dégagement, cette forme de capitulation donc sur des valeurs et qui peut-être n'a pas lieu sur le marché, c'est dans un marché qui résiste et qui tient quand même très bien, même si il a du mal à accélérer à la hausse. On a une séance haussière qui est de l'ordre de 1,30% aujourd'hui sur l'indice parisien, enfin on verra à la clôture, mais c'est plutôt pas mal. C'est avec des volumes qui s'étoffent un petit peu, mais avec un intérêt qui est moyen. Alors justement, pour ce qui est du calendrier macroéconomique, on va avoir une semaine prochaine chargée d'éléments d'inflation, autour de l'inflation. On va pouvoir voir si le pic inflationniste détecté en août pour le mois de juillet se confirme. Donc là, on aura les chiffres la semaine prochaine, mardi, mercredi et jeudi, dans l'ordre de l'indice des prix à la consommation, des prix à la production et puis des ventes au détail. Donc qui sont tous des marqueurs importants de l'inflation. Ce sont ces chiffres-là qui vont permettre de déterminer si on est on atteint un pic inflationniste ou pas, si le pic inflationniste se confirme ou pas. En revanche, c'est une séquence qui va être longue parce que ce n'est pas parce qu'on a deux périodes de décélération de l'inflation qu'on peut considérer que le pic est là. Les banquiers centraux en demanderont plus, au moins 3 ou 4 probablement, avant de le considérer et de pouvoir détendre leur politique monétaire. Puis surtout, ça signifie que leur politique agressive semble être efficace. Donc, pour l'instant, ça peut donner des signes de détente, mais encore des sujets de volatilité à venir pour la semaine prochaine. Alors, on a du côté du marché dérivé un intérêt qui est moyen, toujours très moyen, 250 000 contrats sur le futur CAC 40. On rappelle que la moyenne, c'est plutôt de l'ordre de 330 000 contrats futurs. Et on a détecté une pression baissière qui a été jusqu'à 8% de pression baissière dans un mouvement de baisse de 500 points. Ça n'est pas énorme. On avait par exemple une pression baissière de 20% dans la séquence de 300 points de baisse qui s'était tenue au mois d'avril dernier.
Donc on est vraiment à la moitié sur un mouvement quasi du double hein, de baisse. Donc les vendeurs sont quand même relativement timides et ils se sont montrés très prudents puisqu'à partir de mercredi et jeudi, on a détecté une diminution de la pression baissière sur l'indice parisien très nette. Plus de la moitié des contrats futurs qui avaient été ouverts, il y en a eu 19 000 dans la séquence baissière, et bien plus de la moitié, 10 500 ont été clôturés mercredi et jeudi. Donc les vendeurs se sont... Mardi et mercredi, donc avant la réunion de la Banque Centrale Européenne. Hier, pas de changement du côté de la position ouverte sur le futur CAC 40, et aucun, 200 contrats d'évolution. Mais donc sur une séquence baissière où 19 000 contrats avaient été ouverts, et bien 10 500 ont été clôturés. Donc des vendeurs qui sont prudents et qui se sont rachetés avant la BCE à Paris, sur l'indice parisien. Sur l'Eurostoxx, c'est un peu différent et on aurait bien aimé avoir cette baisse de pression baissière pour confirmer et renforcer cette possibilité acheteuse. Là, la pression baissière n'a fait que monter et la position ouverte n'a fait qu'augmenter. Alors, c'est difficile à interpréter les 2 derniers jours pour 2 raisons. C'est parce que d'une part, l'indice n'a pas beaucoup progressé. Il a progressé sur l'Eurostoxx, mais pas énormément. Aujourd'hui, oui, plus, mais on verra l'état de la position ouverte lundi uniquement. En attendant, la position ouverte et la pression baissière a augmenté tout au long de la baisse, de façon relativement modérée et de façon un peu plus exacerbée, même en fin de séquence, puisque la semaine dernière, on avait enregistré plus de 3%, plus de 3,5% de pression baissière sur l'Eurostoxx. Et donc une baisse qui s'était renforcée en fin de semaine dernière. Là, pour la semaine donc en cours, donc la semaine du 5 au 9 septembre, c'est différent. La pression, le nombre de contrats futurs sur l'Eurostoxx a augmenté, alors que l'Eurostoxx a un petit peu rebondi hier et avant-hier. Donc, est-ce qu'on y voit du soutien acheteur? C'est possible. L'un l'un peut se faire sans l'autre. On préfère en général voir une baisse de la pression baissière, puis une hausse avec du soutien. Mais le phénomène existe, la preuve, puisque manifestement, des acheteurs se sont intéressés au marché. Et la position ouverte a augmenté de façon assez significative. 1,87% mercredi, et hier jeudi, lors de 1,40%, 1,47%. Donc on a de l'intérêt dans un marché qui a remonté, et je pense que c'était de l'intérêt acheteur, c'est ce que je sous-entendais aussi ce matin, proposé ce matin dans mon tweet en disant début de soutien acheteur, parce que les séquences ont été légèrement haussières, mais les séances de bourse se sont faites dans le sens basse et montée et hausse progressive au fur et à mesure de la séance. Donc plutôt dans le sens d'une hausse au travers de la séance. Et puis là, on sort par le haut, donc ça confirme ce possible intérêt. Alors, il y a peut-être un peu de rachat de short aussi là-dedans, devant des opérateurs qui prennent du bénéfice, hein, tout simplement, qui encaissent. Pour les marchés américains, c'est un peu délicat à interpréter. La pression reste constante, elle reste baissière constante, mais elle a diminué effectivement depuis 48 heures aussi. Les chiffres étant décalés, je ne les donne pas, c'est pour ça que je ne les donne pas le matin, parce qu'ils sont publiés plus tard, donc ce serait trop tard pour les communiquer. Je ne peux pas faire des communiquer toute la journée. En tout cas, ça va dans le sens aussi d'une diminution de la pression baissière. Ça ne veut pas dire que les vendeurs ont capitulé. Pour l'instant, ils n'ont pas capitulé. Ils prennent du bénéfice et ils allègent un peu. Et ça va dans le sens d'un marché qui peut osciller avec des acheteurs d'un côté et de l'intérêt acheteur, et puis des vendeurs qui conservent la main et qui, on le rappelle, sont relativement tranquilles puisqu'ils ont entamé et renforcé leur pression baissière de façon modeste et régulièrement tout au long de la séquence baissière. Donc pas avec des points d'entrée uniques, mais avec des moyennes régulières. Donc on n'est probablement pas sorti et on peut avoir des répliques baissières dans ce marché qui restent, à mon avis, fragiles. Néanmoins, on a quand même, je le disais, pas mal de sources de possibles intérêts liés à des valeurs en retard, liés à des valeurs qui surperforment et qui tiennent bien, liées à des valeurs qui ont, donné des configurations plus intéressantes. Alors on peut en citer dans chaque catégorie. Il y a Worldline par exemple, qui donne des signaux de retournement sérieux et solides depuis quelques temps, et qui confirme aujourd'hui. Il y a des valeurs qui arrivent sur des niveaux de support majeurs. On a des valeurs comme Forestia qui ne donnent pas de figure de retournement à proprement parler, mais on va la regarder dans une structure qui, par exemple, est sur des niveaux de très long terme, des niveaux de support de très long terme, et qui peut arriver à des niveaux d'entrée pour des investisseurs de long terme. Alors, en analyse graphique, nous, on va choisir des titres
qui sont forts, dans lesquels on a une figure de retournement. Et puis, on a aussi des valeurs fortes, telles que les valeurs du luxe, qui ont moins baissé que l'indice parisien dans la phase de consolidation. Et donc des titres comme Hermès qui ont retracé moins. Elle avait progressé de 48%, elle a retracé de 12 ou 13%. Donc la correction et la prise de bénéfice est relativement limitée, modérée. On voit que les opérateurs n'ont pas envie de revendre ces titres-là, en tout cas dans l'immédiat. Donc tout ça laisse à penser que eh bien, le marché peut se détendre un peu et que en faisant du stock picking, encore une fois la logique initiale va être difficile, on n'en attend pas grand chose, mais en faisant du stock picking, on peut avoir des choses à faire. C'est, je le rappelle, la stratégie qu'on a mise en place, nous, de prendre plusieurs valeurs, sans succès parfois. On a été stoppé, pour être transparent, sur Ubisoft. On était en position sur Ubisoft depuis longtemps, mais on avait des petites lignes, donc ça nous permet d'avoir un stop qui ne fait pas trop mal au portefeuille, et puis de reconsidérer une entrée par la suite. Alors certains diront qu'il ne faut pas mettre de stop sur des recovery, c'est une autre stratégie. Le risque, c'est de se retrouver embarqué dans des séquences de baisse qui sont trop longues, et ça, ce n'est pas notre méthode, tout simplement, on est plus à l'aise comme ça, et ça nous permet, sur le long terme, de l'éprouver et de considérer que si la valeur ne tient pas, on a mieux à faire avec nos capitaux, et on ne reste pas bloqué avec des positions et des capitaux qui sont bloqués pendant trop longtemps sur un titre qui ne fait rien. Même s'il récupère par la suite, on préfère prendre notre perte et respecter la méthode. Donc, c'est pas toujours bénéfique, et on est parfois stoppé. Ça a été le cas donc sur Ubisoft, ça a été le cas sur Atos, mais au moins ça permet de pas être coincé et de subir des baisses trop prolongées sur certains titres. Et encore une fois, ça permet de pouvoir re-rentrer si les signaux sont meilleurs. Alors ça n'était pas des valeurs fortes, c'était des recovery possibles, et c'est pour ça qu'on avait tenté des prises de position sur le moyen et long terme avec des stops relativement large, mais des petites prises de position. Et puis on l'a fait sur plusieurs valeurs, et sur lesquelles ça fonctionne mieux, et sur lesquelles on renforce au fur et à mesure de la hausse pour accompagner le marché. Alors on va passer à l'analyse graphique, parce que je parle beaucoup, mais j'avais pas mal d'éléments à vous donner dans ce marché qui est peu lisible, qui est compliqué, mais qui donne des signaux d'amélioration. Encore une fois, on n'attend pas de hausse forte, on s'attend à des répliques baissières possibles, pas dans l'immédiat, mais dans les jours qui viennent, pourquoi pas. De la volatilité toujours, mais des choses à faire en stock picking et des arbitrages, et ça va prendre rapidement son bénéfice. Voilà. On constate aussi que sur les matières premières, notamment l'or et l'argent, ça se stabilise un peu, et on essaie de proposer aussi des écarts sur ces actifs. On va commencer comme toujours avec le graphique du S&P. Là, c'est le graphique en hebdomadaire. On voit un S&P qui, après avoir formé son gap de rupture du 22 août, a accéléré, est allé chercher la cible baissière de l'épaule tête-épaule qu'on avait vu ensemble, et s'est bien arrêté sur son niveau de support, plus ou moins. Alors là, je passe en journalier. Sur son niveau de support, situé à 3903, le niveau de support 3901, la cible c'est 3903. On est allé un tout petit peu en dessous, et ça c'est une très bonne nouvelle, et on s'est arrêté sur ce niveau de support au-delà de 3901. On aurait pu même aller un peu plus loin, mais c'était pas bon signe d'aller enfoncer des niveaux qui étaient des niveaux précédents, on le rappelle, d'accumulation. On l'avait vu dans les semaines précédentes. Et donc notamment dans cette séquence de construction qui s'est étendue de mi-juin jusqu'à mi-juillet au moins, toute cette zone-là que vous avez sur votre gauche, était une zone d'accumulation, et on a fini par la déborder avec throwback dessus, accélération haussière. Donc c'est bien de revenir dessus, de s'appuyer et de consolider ce mouvement. Ça veut dire que l'intérêt est toujours là. En plus, on le fait avec des volumes qui augmentent un petit peu. Ils ne sont pas extraordinaires encore, mais ils remontent un peu depuis une ou deux séances. On verra quels sont les volumes quotidiens pour cette séance de hausse, et puis pour cette semaine, probablement de hausse maintenant sur le S&P 500. Donc, la cible idéale du mouvement, pour l'instant, et le meilleur qu'on puisse en espérer, c'est probablement le retour en haut du canal haussier de court terme. En plus, on constate que le marché reste très technique. Il est allé s'appuyer à nouveau sur la borne basse du canal haussier de court terme, qui devient un canal haussier de moyen terme maintenant d'ailleurs, et qu'il avait tenté de déborder, sous lequel il s'était réappuyé avant d'accélérer à la baisse. Ça, c'est un signe de technicité aussi du marché encore à ce stade, et ça, c'est très positif. Donc, les bornes du canal haussier donnent
le champ d'intervention probable pour les semaines à venir, sachant qu'on est dans une séquence un peu compliquée toujours sur le marché et avec manque de visibilité, mais que les investisseurs retrouvent de l'intérêt. Donc ce grand gap devrait être notre plafond de verre pour les semaines à venir. Ça laisse encore un peu de potentiel aussi sur le S&P. Ce nouveau gap ouvert aujourd'hui est probablement un gap de rupture aussi dans la tendance baissière, avec un intérêt donc baissier qui a diminué. C'est plutôt une séquence haussière classique, si ce n'est qu'encore une fois, on n'en attend pas des mouvements extrêmement importants compte tenu du contexte, et que tout ça devrait se passer à nouveau dans des contextes de volatilité, avec des soubresauts et peut-être des accélérations baissières. En tout cas, les niveaux ont été défendus, la structure et la structure de retournement s'est faite proprement sur des niveaux techniques. C'est un marché qui reste technique. D'ailleurs, à ce propos, on peut aller voir tout de suite ce qu'on regarde régulièrement, l'indice de volatilité. Il est en baisse net, et on a l'air en journalier, donc ça c'est l'indice VIX en graphique journalier, de se rapprocher nettement du gap qu'on avait laissé ouvert aussi dans le sens inverse. Donc cette fois-ci le 22 août dernier, on sait que les gaps sont toujours comblés sur le VIX, et bien là ça semble être probable et possible pour les jours qui viennent. On voit que la détente n'est pas immédiate, on reste quand même à des niveaux de tension sur la volatilité, on est toujours en niveau d'alerte. Le comblement du gap permettra de repasser en zone de vigilance, même le comblement du gap permettra de repasser en zone de vigilance, et on restera nous aussi vigilants sur ce marché qu'on accompagne encore une fois avec donc cette stratégie de mi-position qu'on renforce sur certaines, ou d'arbitrage rapide sur des valeurs et sur des recoveries. On détaillera un peu plus sur les valeurs ensuite. Alors pour ce qui est du Nasdaq, lui, il est en hausse aussi. Il a été testé sa zone d'alerte. On donnait un des cibles complémentaires possibles à la baisse, d'aller chercher le bas du canal. C'est tant mieux, il réagit avant. C'est aussi un signe de force et d'intérêt. Ça ne veut pas dire que, il y a des accélérations, il n'y a pas d'accélération baissière possible complémentaire. On a ce quasi parfait creux en pince sur le Nasdaq avec la bougie hebdomadaire, et ce test et ce retour au-delà de la ligne de tendance haussière de très court terme qui s'était mise en place et qui donne des éléments intéressants. Maintenant, on voit que le gap de continuation reste pour l'instant, en tout cas la séance n'est pas terminée, mais un niveau important à franchir, et que même si on remonte de façon assez significative, puisque le Nasdaq est à 1,64% pour l'instant, on ne s'envole pas. On se souvient qu'il y a quelques semaines, on avait des séances de décalage de 3 ou 4%, dans un sens comme dans l'autre, assez rapidement. Ce qu'on n'aimait pas trop, c'était pas un signe de grande solidité du marché. On a des bougies hebdomadaires qui deviennent plus raisonnables, et c'est probablement le thème pour les semaines à venir. Donc notre trading range, eh bien, il est toujours situé entre les bandes du gap en haut et la borne du gap, borne basse du gap du 13 juin dernier. Voilà, on n'est pas tout à fait allé chercher la cible. Il y a des niveaux intermédiaires ici. Je ne les ai pas mis, on a laissé plutôt les gros niveaux. La cible max 11 732, pour l'instant, on peut la supprimer. C'est pas dit, encore une fois, qu'on n'ait pas des petites accélérations baissières et des retournements dans un marché qui reste très creux. Et c'est le problème de ce marché-là, même si on a des portefeuilles couverts et des investisseurs qui sont prudents, qui ont protégé leur portefeuille. C'est vrai que je n'ai pas évoqué cette partie-là avec vous en détail dans l'introduction, mais le niveau de couverture est important. Il y a plus de 2 options de vente pour une option d'achat sur l'indice parisien, quasiment 2 options de vente pour une option d'achat sur l'indice parisien. C'est signe que les portefeuilles sont couverts. C'était un moyen de mesurer l'optimisme ou le pessimisme des investisseurs. Que le fait qu'ils soient couverts, c'est-à-dire qu'ils anticipent une baisse possible, c'est-à-dire qu'ils ont probablement des liquidités qui sont prêts à défendre leur position, et donc c'est un signe de pessimisme qui fait que le marché peut, dans ces cas-là, monter, ou que s'il baisse aussi, il accélérera moins brutalement parce que les opérateurs sont déjà protégés et que les couvertures sont déjà là. S'ils n'étaient pas couverts, il faudrait qu'ils vendent, qu'ils achètent des options de vente. Et là, ça n'était pas le cas. Le discours aussi est très, très pessimiste, et en même temps, on entend une volonté pour les opérateurs d'acheter sur repli. Donc, il y a tous ces éléments vont dans le sens d'un intérêt haussier possible, encore une fois, dans des proportions qui, à mon avis, seront assez limitées dans les semaines qui viennent. Alors évidemment, s'il y a une très bonne nouvelle qui vient déclencher une accélération baissière complémentaire, pourquoi pas, mais pour l'instant, on reste dans une séquence qui est de relative prudence.
Voilà, donc pour ce qui est des options, sur les indices américains, le niveau de couverture reste, lui, relativement important. Il est moins important depuis qu'on a rebondi depuis 48 heures parce qu'on décale le niveau, on est remonté, donc plus on monte, mais plus il va falloir que les opérateurs remontent leur niveau de couverture. Ils ne l'ont pas encore fait sur les niveaux actuels, mais peut-être que ça va être le cas durant la séquence de hausse du jour. Voilà, fin de la parenthèse. Donc le Nasdaq, on n'a pas eu d'avalement haussier, vous voyez, ce ne sont pas des structures de retournement fortes, mais une bougie quand même aussi quotidienne qui eh bien, est de bon augure, avec cette gap de rupture aussi, encore une fois, petit gap, et des cibles qui ont été bien atteintes sur l'indice Nasdaq. On peut regarder donc aussi des structures qui sont intéressantes en hebdomadaire, cette fois-ci sur le DAX, on va revenir en Europe. De la même façon, alors on voit qu'on a beaucoup de place sur les indices européens pour remonter avant de reprendre des dynamiques haussières fortes. C'est ça aussi qui était intéressant à prendre en compte. Là, sur le DAX en hebdomadaire, on est en passe, il est 17h24, on est donc le vendredi 9 septembre, à quelques minutes de la clôture des marchés en Europe. Et donc on voit cet probable avalement haussier, donc c'est de la bougie de la semaine, donc avec une hausse hebdomadaire de 0,26% pour l'instant sur le DAX, donc légère, mais cette bougie qui englobe la bougie précédente, ça c'est plutôt un bon signal, avec bien toujours ce grand gap du 22 août au-dessus qu'on pourrait aller rechercher. Ça donne des potentiels de hausse qui ne sont pas énormes, mais un petit peu d'intérêt peut-être, dans des marchés européens qui sous-performent clairement, mais de l'ordre de 3 à 4% pour remonter un petit peu. C'est vraiment au-delà de cette oblique qu'on considérait une réactivation de la dynamique haussière. On en est loin pour l'instant sur le DAX. Du côté de l'Eurostoxx, de la même façon, on est repassé, on a réactivé la dynamique haussière de court terme en franchissant la zone 3520-3537. On clôture la semaine, j'enlève un peu mes traits, au-dessous de ce gap de continuation. Vous voyez que même si la séquence est haussière sur la semaine, les retracements sont quand même à prendre en compte en fin de séance. Le marché ne s'emballe pas et à quelques minutes de la clôture, on a déjà un peu retracé sur les indices européens. On reste toujours prudent. L'Europe sous-performe clairement pour l'instant. L'euro lui stabilise autour de 0,9910, le niveau de support important. Mais voilà, on est bien allé s'appuyer sur cette oblique et on se réinstalle donc bien dans cette zone qui laisse un peu de potentiel pour les jours ou semaines à venir. Mais des indices qui vont fonctionner. J'ai pas changé grand chose, les niveaux sont quasiment les mêmes. Il y a des petits intermédiaires qu'on peut positionner. Cette zone-là est une zone intéressante aussi. Je mets les niveaux majeurs, mais la zone 3581, 3581 et demi, 3598 est un niveau, on est allé le tester, on le voit aujourd'hui. Ce sont des niveaux intermédiaires, donc est-ce qu'on ne va pas consolider un peu pour accélérer ensuite? Il faut imaginer probablement que le marché va évoluer en dents de scie, les indices vont évoluer en dents de scie comme ça pendant quelques temps encore. Ils sont affaiblis. Du côté du futur CAC 40, lui on va le regarder en 14 heures. Alors, lui, il est allé, toujours de façon hyper technique, chercher la cible de la sortie de son trading range à très court terme. Ça, c'était pas mal, c'était sympa en trading. Il est sorti, 2 fausses sorties, mais avant la BCE, donc des signaux compliqués à travailler. Mais la sortie du jour post-BCE, elle laisse un peu plus d'espoir. Et puis, on ressort du canal baissier de moyen terme qui était actif depuis janvier dernier et qu'on avait tenté de déborder en juin, qu'on a réussi à déborder en juillet, qu'on a réintégré depuis quelques jours. C'est pas mal de se réinstaller au-dessus de ce niveau-là. Il ne faudrait pas retourner en dessous. Donc 6134, ça devient notre zone d'alerte à nouveau. On la remonte de court et de moyen terme. L'alerte de long terme, elle est plus basse. Il faudrait rompre cette zone d'accumulation. Cette zone 5838, 6036, dans laquelle on a accumulé pendant plusieurs semaines, qu'on a fini par déborder. Et bien là, dans le haut de cette borne-là, on a accumulé pendant plusieurs heures, depuis fin août,
pour sortir par le haut, c'est plutôt bon signe, même si ça reste assez modeste. Donc le trading range 6036, 6134, sorti par le haut, ça donnait une zone cible 6230, 6249, on est allé s'arrêter pile dedans, hein. Le marché reste bien technique. On rappelle que pour reprendre des couleurs à moyen terme, c'est le débordement de 6315 sur plusieurs clôtures qui ferait foi. Pour l'instant, on n'y est pas. Le marché va peut-être vouloir consolider un peu. Encore une fois, il peut se comporter de façon assez spéculative. Les écarts qu'on constate sont liés beaucoup à la spéculation. Le marché étant creux, les gestions prenant peu d'initiatives ou des initiatives très ciblées, eh bien on a ce risque de décalage rapide dans le marché. Il faut le comprendre. Il faut essayer de dézoomer un peu et de sortir. Alors sur l'intraday, c'est très agréable parce qu'il y a pas mal d'écarts à faire. On essaye d'en proposer certains sur les futurs. Sur les indices, ça peut être assez déroutant parce qu'on voit des décalages qui sont importants. Et donc, voilà, il faut bien garder ces niveaux majeurs en tête. Et les niveaux majeurs, pour l'instant, le marché les respecte très bien. 6036, 6134, il a très bien fonctionné avant une vraie sortie et une clôture hebdomadaire au-dessus. Donc maintenant, 6134, c'est un niveau important à préserver pour les heures à venir. Peut-être qu'on pourra à l'intérieur de cette zone consolider un peu et aller accélérer pour aller chercher peut-être 6315, au moins peut-être un peu au-dessus. Voilà. Et puis les extensions pour les semaines à venir, ça serait dans l'idéal 6545. On n'y est pas encore à mon avis. Sauf très bonne nouvelle, on va suivre les choses de ce côté-là. Mais donc cette idée que voilà, le marché peut être volatile lié à la spéculation et pas forcément à un risque baissier. En revanche, le risque existe comme le marché est creux, les carnets d'ordre sont moins pleins, et donc quand il y a des décalages qui se font, il y a moins de support pour revenir. N'empêche que le fait qu'on ait rebondi sur ce niveau et sur cette zone d'accumulation, donc il est mieux représenté sur le CAC 40, mais vous l'avez repéré sur les autres indices, ça c'est plutôt bon signe, c'est un signe de détente, un signe d'intérêt, et un signe que cette construction des semaines précédentes n'est pas vaine et que ce n'est pas que de la spéculation. C'était mon point de vue. Maintenant, le marché et la complexité pouvaient faire changer les opérateurs d'avis. Le retracement était quand même important et donc il n'y avait pas il y avait de quoi se poser les questions, même si manifestement c'est mieux. Donc on va aller espérer s'appuyer et donc chercher des stratégies acheteuses, mais on ne s'interdit pas des stratégies de vente dans un marché dans lequel on rappelle les vendeurs ont encore un peu la main. Alors du côté des secteurs, on n'a pas de logique sectorielle qui se met en place franchement, à part le secteur des énergies renouvelables qui surperforment clairement. On peut surveiller des secteurs comme les ressources de base qui eh bien, donnent des signaux intéressants. Reste toujours dans le scope les secteurs liés à l'énergie, donc oil and gas ou énergie traditionnelle. Reste que c'est des trades qui ont été très très exploités et il faudra confirmation. Maintenant, je vous propose de regarder quelques valeurs individuellement. Encore une fois, sans que ce soit des conseils particuliers, parce que c'est propre à chacun et que ça dépend de sa stratégie. Si on regarde un titre comme Atos, parce qu'il a fait pas mal parler de lui, alors j'ai c'est des graphiques qui sont assez simplifiés. Bon, il n'y a pas aucune figure de retournement, aucun élément qui laisse à penser que le titre va rebondir dans les heures qui viennent. Simplement des intérêts spéculatifs de court terme qui peuvent se mettre en place. Ça c'est possible. Mais à long terme et moyen terme, elle est baissière et il n'y a aucune invalidation. Maintenant, encore une fois, des recoveries qui peuvent chercher les opérateurs. Sur la semaine, le score est moins méchant puisque elle décale de 13% de baisse et il y a un tout petit peu de rachat en fin de semaine. Il semblerait qu'il y ait à nouveau des intérêts acheteurs déclarés dessus par JP Morgan qui avait déclaré qu'il n'en avait plus. En plus, il y a cette petite bougie qui pourrait être un rami. Donc, on va la surveiller. En tout cas, à titre spéculatif, mais la possibilité de faire des nouveaux plus bas sur des titres qui baissent comme ça est importante. Ce ne sont pas des valeurs sur lesquelles on va mettre beaucoup d'espoir, sauf à titre spéculatif et à court terme, pour essayer de trouver des niveaux d'arbitrage qui peuvent être intéressants. Elle a fait une vraie fausse sortie par le haut.
cette semaine, et donc on va être méfiant, même si, encore une fois, ce côté sell-off, ce côté capitulation, peut donner un signal global sur le marché. Hein. C'est pas sur ce titre-là en particulier, mais c'est sur le marché. Alors, dans le même genre, et dans le même genre de configuration, on en regardera des plus solides ensuite. Je voulais regarder Forestia. Forestia aussi, eh bien, pareil. Elle a donné des faux signaux importants. Alors, on a une structure en biseau possible qui se met en place. Je vais la regarder en hebdomadaire. On voit l'accélération haussière du jour, hein, quand même, qui est importante, avec des volumes qui sont un petit peu supérieurs à la moyenne. Elle prend 7,5% sur un bas de marché. Elle se réattaque à cette oblique. Elle avait fait une pénétrante haussière qui avait invalidé, qui nous avait induit en erreur aussi. Hein. On s'est fait aussi stopper. Vous voyez, on ne met pas des stops trop larges. On essaie de ne pas se laisser embarquer sur les valeurs, quitte à rentrer par la suite et sur des confirmations. Donc, pour l'instant, on a cette structure. Possible biseau. Cette bougie qui donc témoigne, hein, du fait que en fin de semaine, ça c'est en hebdomadaire, les acheteurs sur Forestia ont repris la main et ont essayé de réattaquer. Il n'y a rien de plus pour l'instant, encore une fois, pas la peine de se précipiter sur le titre. Maintenant, il y a ce biseau qu'on va surveiller. Et donc le débordement et la sortie du biseau, donc le débordement du niveau de 15,08 serait un warning à prendre en compte. Encore une fois, il y a eu pas mal de faux signaux et c'est peut-être des figures qui demanderont à être consolidées avec un double bottom, donc un deuxième appui ici dans plus d'un mois, un mois et demi, etc. Mais à titre spéculatif, on peut surveiller des configurations comme ça qui sont de nature à aider le reste du marché et à trouver de l'intérêt pour des opérateurs qui ne veulent pas payer le prix fort. Hein. C'est ça l'idée aussi dans ce marché. On le voit maintenant, quand les titres montent un peu trop, les opérateurs sont prudents. Alors, puisqu'on fait la série des valeurs qui ont pas mal baissé, on a eu Chargeur aussi, avec cette capitulation, ce qui peut être une capitulation, c'est peut-être pas le cas cette semaine. Là, pareil, on voit un peu d'intérêt sur des niveaux de long terme, des niveaux de support de long terme. Bon, c'est une bougie d'indécision, il n'y a pas de structure de retournement, la semaine est négative, ce ne sont pas des niveaux d'intérêt forts. Peut-être ce harami qui se met en place après cette accélération baissière et ce gap. Encore une fois, c'est plus l'idée de se dire que tous ces dégagements forts sur des valeurs représentent, alors que les indices sont tenus, hein, c'est le corollaire, alors que les indices sont tenus, et bien représentent de l'intérêt. On a, pour sortir un peu, pour rester un peu dans le domaine Ubisoft, qui faisait partie des recovery, pareil, alors elle n'est plus opérable, voilà, elle revient quand même sur des niveaux de très long terme. Alors, plein de traits qui sont inutiles, pardon. Voilà, pas de signal de retournement non plus, juste des niveaux de support de long terme. Encore une fois, on va chercher nous en analyse graphique des titres qui donnent des figures de retournement possibles. C'était le cas ici, hein, quand elle avait rebondi, la structure de retournement, si on regardait en hebdomadaire, eh bien, était une structure à regarder. Maintenant, la nouvelle et le côté spéculatif avec le blocage de Tencent pendant 8 ans rend les choses compliquées. Donc pas de signaux de retournement, mais cette idée aussi d'un sell-off. Alors pour aller voir des valeurs qui sont un peu plus favorables, on va dire, en tout cas qui donnent des signaux plus agréables, plus positifs, plus haussiers, pour trouver des termes précis, eh bien on a Ruby qu'on surveille nous depuis quelques temps. Ruby, elle a bien fonctionné en congestion, en partie basse, et puis elle accélère aujourd'hui avec des publications qui sont saluées. Elle fonctionne elle aussi à l'intérieur d'un biseau, et on voit qu'il y a une accélération haussière quand même tout de suite, et même si elle a accéléré, qu'elle termine en hausse de 7,42%, à 25,50, un peu de prise de bénéfice. Hein. On ne termine pas au plus haut de la semaine. Encore une fois, ça ne sera pas un parcours sans danger, mais ça fait partie des valeurs qu'on va surveiller, et si elles débordent ces niveaux techniques, on est déjà investi dessus nous depuis longtemps, mais on l'a gardé, et on va eh bien renforcer au fur et à mesure qu'elle confirmerait, voilà, pour une stratégie d'investisseur de moyen ou long terme. On voit qu'il y a eu pas mal d'échecs, hein, oui, mais très précédents, d'échecs de sortie, n'empêche qu'elle n'est pas allée rompre ces niveaux de support, et qu'il y a cette phase d'accumulation, et cette journée de hausse avec un très fort volume, hein, volume moyen depuis
depuis plusieurs semaines, c'est 180 000 titres. On est à 529 000 titres échangés aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose sur Ruby. Ça alimente cette idée de hausse possible pour les semaines à venir. Dans les recovery possibles, il y a des valeurs en retard qui ont été des darlings des mois précédents. Des valeurs comme Saint-Gobain, alors pareil, on n'a pas une structure de retournement très forte pour l'instant. On va enlever les éléments les moins pertinents. Là aussi, Saint-Gobain en hebdomadaire. Elle fait un avalement haussier possible en hebdomadaire. Elle remonte. Le volume n'est pas extraordinaire, mais ça fait partie des titres qui ont quand même beaucoup retracé, qui forment ce double appui. Ce n'est pas vraiment encore un double bottom, il faudra un peu plus d'écart entre les deux appuis, mais des signaux d'amélioration et des titres qui peuvent présenter de l'intérêt par la suite pour les opérateurs. Dans le même genre de configuration, on a Eurofins, qui elle aussi eh bien, était une des darlings des années passées. On a cette tentative de pénétration haussière, donc débordement de la moitié de la bougie. C'est un peu mitigé en fin de semaine, et la bougie du jour est un peu mitigée. C'est un peu comme le reste du marché en ce moment. Maintenant, on arrive sur des niveaux de support qui sont des gros niveaux importants, en tout cas sur le titre, et un titre qui eh bien, pourrait intéresser les opérateurs par la suite. Pour l'instant, ça reste encore timide et on n'a pas de structure de retournement forte. Nous, on prend le risque, encore une fois, de mettre 2%. Habituellement, on prend des positions plus importantes, de 4 à 6% sur des valeurs individuellement. Là, on prend une petite position, on met les stops pas très loin des plus bas, et comme ça, on ne se fait pas embarquer. Mais si le titre repart, on renforcera. Ça permet d'avoir un pied dans le marché, et ça permet de ne pas être sous-investi, et en même temps de supporter des pertes qui sont pas trop importantes si les stops se déclenchent dans un marché qui eh bien, cherche manifestement des recoveries possibles. Parmi les valeurs qu'on surveille aussi, alors on a Worldline. Elle, c'est beaucoup plus franc, c'est une vraie recovery pour l'instant. On a cette structure de retournement. Alors on peut y voir une épaule tête-épaule inversée, en tout cas au moins une tasse séance avec donc la tasse ici, la hanse ensuite et l'accélération haussière. C'est pas mal ces signaux donnés, plus 4,97 en fin de semaine avec des volumes qui sont supérieurs, qui montent. Elle déclenche un signal haussier clairement. Là on l'a renforcée nous et elle fait partie des valeurs voilà, qu'on avait prises en se disant qu'on renforcerait. C'est le cas. Et le potentiel haussier est intéressant. On voit que les premières zones de résistance sont relativement lointaines. Alors probablement on va pas y aller d'un seul coup, mais Worldline ça fait partie des dossiers qui ont été pas mal sanctionnés et pas mal oubliés par le marché. Manifestement, il y a des opérateurs qui la trouvent intéressante et qui rentrent dessus à nouveau. Donc, on le rappelle, hein, pour donner des objectifs, si c'est bien une tasse séance, on duplique la taille de la tasse jusqu'à la hanse et on arrive à ces niveaux-là. On retrouvera probablement des niveaux de résistance qui vont correspondre à notre objectif. Et c'est le cas ici, aux alentours de 59,16. Voilà, on retrouve bien des niveaux de résistance qui sont intermédiaires, qui ne sont pas encore très forts, mais qui seront des niveaux à surveiller. Il y a des niveaux intermédiaires, bien entendu, avant, et on pourra ajuster sur notre stratégie. Voilà, donc ça fait partie des valeurs qui sont intéressantes. Je voulais regarder avec vous Hermès aussi, dans l'optique d'une valeur qui, elle, a bien performé, bien rebondi pendant toujours on est sur un graphique hebdomadaire, qui a bien rebondi à 48% je crois entre son point bas et son point haut. Elle a consolidé un peu après la séquence, au cours de la séquence baissière des derniers jours, mais on voit qu'elle remonte relativement rapidement. Elle a beaucoup moins baissé que les autres indices.
Elle a été comblée son gap et elle repart au-dessus. Donc c'est plutôt bon signe. Pareil, tout ça dans des volumes qui sont un petit peu plus soutenus. Ça n'est pas énorme, mais c'est plutôt un signe de bonne tenue des titres. Donc encore une fois, on n'attend pas des signaux très haussiers, très forts pour les semaines à venir sur ces titres-là. C'est possible, mais il faudrait que les choses se décantent. Et pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Donc il y a de quoi être prudent et vigilant. Voilà. Voilà un peu ce qu'on pouvait en dire pour cette fin de semaine sur les marchés. On va voir comment se comportent les indices et les prix au cours des semaines à venir. Encore une fois, la séquence va être probablement longue. Il ne faut pas se emballer, pas surinvestir, garder du cash, changer un peu sa stratégie. Nous, on propose celle-ci. Et puis, on intervient alors sur d'autres valeurs. Je ne parle pas de plus petites valeurs parce que déjà, elles sont réservées aux abonnés, et en plus parce qu'il y a des questions de liquidité sur les plus petits titres, et donc c'est plus délicat de les recommander, puisqu'on est positionné dessus, et que ça fausserait la lecture graphique, mais globalement, vous avez vu le genre de configurations qui peuvent nous intéresser, donc on peut les retrouver. Voilà, je vous tiens au courant pour l'évolution de la position ouverte, voir s'il y a eu un peu de rachat de short aujourd'hui, voir comment évoluent les niveaux de couverture dans les jours qui viennent. Et puis on se retrouve de toute façon au cours de nos différents rendez-vous de la semaine prochaine sur Bismart le lundi à 12h30, le mardi à 10h30 et 11h30 sur BFM pour le match des traders et puis le point de 11h30. Le mercredi après-midi aussi sur BFM à 16h30 pour un point de marché. Et puis ce point hebdomadaire que j'essaye de faire tous les jeudis maintenant. On est vendredi aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, mais que j'essaierai de faire tous les jeudis maintenant. Vous proposez le jeudi soir pour avoir un rendez-vous régulier et pouvoir détailler un peu plus la stratégie, les valeurs, la lecture que l'on peut avoir du marché. Merci beaucoup, merci pour vos retours, j'ai eu des retours très, très positifs la semaine dernière, c'est toujours agréable d'une part, mais c'est aussi important, ça veut dire que bien, on va dans le bon sens et qu'on fait un travail qui vous est utile, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à retweeter, à liker, et comme ça nous permet de continuer et d'avancer sur ce travail. Sur ce, très bonne semaine à tous, et à bientôt, au revoir.